Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Une page va se tourner au Libéria à l'occasion de l'élection présidentielle qui a lieu ce mardi 10 octobre. Quel bilan pour Ellen Johnson Sirleaf, présidente sortante qui s'apprête à céder le fauteuil de la magistrature suprême. La Côte d'Ivoire mise sur l'entrepreneuriat inclusif, nouveau modèle qui devrait permettre notamment aux femmes et aux jeunes de s'insérer plus facilement dans le processus productif. Et puis nous allons découvrir la sensation mode du moment au Rwanda, Devi Carmel Ingabire. Les créations de ce jeune styliste d'origine burundaise au parcours atypique s'arrachent en Afrique de l'Est. Les Libériens vont élire ce mardi 10 octobre leur nouveau président, des élections qui mettront définitivement fin à l'ère Ellen Johnson Sirleaf. 12 ans après sa victoire inattendue en 2005, puis une réélection en 2011, la première femme à avoir été élue démocratiquement à la tête d'un État en Afrique laisse un bilan mitigé. Ashley Duprat. La première femme élue au suffrage universel en Afrique s'apprête à laisser le fauteuil présidentiel. 12 ans après son élection inattendue en 2005 et après 2 mandats consécutifs, Ellen Johnson Sirleaf, 79 ans, est l'une des seules personnalités politiques africaines à ne pas avoir modifié la constitution de son pays, le Libéria, pour briguer un nouveau mandat. Elle a voulu respecter la constitution de son pays pour permettre à son pays d'être parmi ces nations, ces États qui respectent les principes élémentaires de la démocratie. Dans la sous-région ouest-africaine, plus précisément dans l'espace CEDEAO, sur les 15 États membres de cette communauté, il faut dire que 4 ont connu d'alternance. Maintenant, si on exclut l'exception togolaise. Si certains de ses opposants reprochent à la Dame de Fer libérienne de ne pas avoir amélioré les conditions de vie des citoyens et d'autres son manque d'implication dans l'avancement du droit des femmes, Ellen Johnson Sirleaf, gestionnaire de formation, peut se targuer d'être parvenue à maintenir la paix dans ce pays ravagé par une guerre civile ayant fait quelques 250 000 victimes, mais également avoir permis à ses concitoyens d'accéder à de meilleures infrastructures, à l'électricité et à une liberté d'expression jamais égalée dans le pays. Qu'on le veuille ou non, elle peut se targuer aujourd'hui d'avoir laissé un pays dans lequel fonctionnent les institutions démocratiques. Elle a quand même trouvé des atouts pour pouvoir redonner quand même espoir aux investisseurs internationaux. Et puis en dehors de ça, quand même, elle a su placer le Libéria dans le concert des nations. Parce que ce n'est plus ce pays qui était considéré comme un État voyou dans la sous-région. Pour le successeur de Mme Sirleaf, tous les regards seront tournés sur sa gestion économique. En effet, l'économie libérienne a été sinistrée par l'épidémie d'Ebola qui a ravagé le pays de 2014 à 2016. Malgré les importantes ressources et matières premières, le Libéria peine à se relever économiquement. Le 10 octobre, le peuple libérien devra choisir parmi les 11 candidats déclarés. Parmi eux, une seule femme. L'ancien mannequin devenu philanthrope Magdala Cooper. On compte aussi l'ex-vice-président Joseph Boakai et l'ancienne star du ballon rond George Weah, grand favori de cette élection. En Côte d'Ivoire, face à un taux de chômage élevé, nombreux sont ceux qui tentent l'aventure de l'entrepreneuriat. Mais les femmes et les jeunes particulièrement rencontrent des difficultés pour monter leurs affaires, d'où le développement de l'entrepreneuriat inclusif qui les aide à insérer plus facilement le processus productif. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. L'entrepreneuriat inclusif pour l'autonomisation des femmes et l'emploi de jeunes. Les grandes entreprises aident les petites entreprises à plus de productivité et revenus en améliorant la performance des petites unités de production. Les ménages sont perçus comme des partenaires fournisseurs de matières premières et pas uniquement comme consommateurs de produits. Le potentiel économique de l'entrepreneuriat inclusif est important pour les pays africains caractérisés par la prépondérance du secteur informel. La Côte d'Ivoire a un taux de chômage et sous-emploi de 25%. 93,6% des emplois sont dans l'informel et 80% des entreprises sont des petites et moyennes entreprises. Dans des pays comme le Kenya, par exemple, où nous avons dans le secteur de la téléphonie mobile et dans les transferts d'argent près de 300 millions de dollars, que les personnes au bas niveau de l'échelle ont pu mobiliser. Nous avons des exemples en Inde par le coaching d'entreprises industrielles vis-à-vis des agriculteurs permettant plus de productivité, plus de revenus et ce qui permet à des centaines de millions de personnes de sortir de la pauvreté. L'absence d'incitation pour les grandes entreprises constitue un frein au développement de l'entrepreneuriat inclusif. À cause du manque d'informations sur les ménages et les petits producteurs, ce type d'entrepreneuriat ne bénéficie pas du soutien du secteur financier. C'est de trouver un moyen pour faire comprendre à l'entreprise que le meilleur moyen d'être rentable, d'être profitable,
c'est en fait d'inclure ces groupes-là, que ce soit comme fournisseurs, que ce soit comme producteurs, que ce soit comme travailleurs. Donc non plus de les voir simplement comme une clientèle qu'il faut, n'est-ce pas, essayer, entre guillemets, d'exploiter, mais comme des partenaires dans le processus de production. Avec l'entrepreneuriat inclusif, les entreprises ont un objectif de rentabilité, mais également social, en incluant les femmes et les jeunes constituant la majorité de la population au processus de production. Cela permet la réduction de la pauvreté en touchant les personnes au bas niveau de l'échelle sociale qui ne perçoivent que 88 400 francs CFA comme salaire moyen mensuel en Côte d'Ivoire. Face au déclin du tourisme balnéaire, les autorités algériennes ambitionnent de développer le tourisme dans le désert. 420 projets d'une valeur de 172 milliards vont ainsi être réalisés dans le sud du pays. Aïssatou Diamanka Besland. Le gouvernement algérien va financer des projets touristiques dans les régions du Sud. 172 milliards de dinars d'investissement vont être injectés dans le secteur, selon le ministère du Tourisme. Cette enveloppe permettra la réalisation de quelques 420 projets au total. C'est une très bonne décision dans la mesure où ils se sont focalisés sur leurs propres atouts, les potentiels naturels qu'ils ont, parce que vous savez que l'Algérie est le plus grand pays du continent africain et le 10e pays le plus grand au monde en termes de superficie totale. Il est situé au nord avec une très grande attraction touristique. Le projet de redynamisation prévoit des structures d'une capacité de 49 000 lits, 263 hôtels de 4 à 2 étoiles, 74 motels, 21 résidences et 22 villages touristiques et 15 stations thermales seront réalisées. Enfin, 18 937 emplois devraient être créés grâce à la mise en place de ce projet. S'ils parviennent véritablement à assurer une stabilité politique dans un premier temps, parce qu'en matière de tourisme, le premier élément à mettre en place, c'est la stabilité politique, parce que les touristes n'ont pas une obligation par rapport à une destination bien donnée. Ils visitent les pays où il y a la stabilité politique dans un premier temps. Le secteur touristique, le taux qu'ils apportaient à leur PIB était tellement bas que véritablement, je crois que vu l'investissement qui a été fait par le gouvernement, pourrait d'une manière véritablement très considérable participer à la croissance économique de leur pays. En dehors de ces constructions touristiques, une campagne de communication sera mise en œuvre pour continuer de mettre en avant les potentialités de ces régions du sud du pays et attirer plus de touristes sur le territoire. À seulement 27 ans, Devi Carmel Ingabire, la nouvelle coqueluche des passionnés de la mode en Afrique de l'Est. Ce réfugié burundais installé au Rwanda a officiellement lancé sa marque de vêtements en 2016. Les secrets de sa réussite, de l'élégance et des prix très abordables. Celui qui est également avocat se veut le promoteur de la capacité du talent local à produire de la bonne qualité dans l'industrie vestimentaire. Reportage de notre correspondant Fraten Dakaisenga. Il est avocat de formation, mais sa passion lui a attiré vers l'industrie de la mode. David Carmel Ingabire a commencé à dessiner des croquis des habits depuis tout petit, mais sa carrière ne commença qu'à 17 ans lorsqu'il fut recruté comme mannequin à Bujumbura, la capitale burundaise, son pays de naissance. J'ai dû passer plusieurs années à travailler en tant que mannequin. J'ai fait une agence de mannequin, j'ai fait des événements dans le domaine de la mode. Et au final, en 2014, j'ai dit, je suis prêt. Il faut que je fasse ma ligne de vêtements. J'ai commencé pour ça. Et oui, c'était quoi 7 ans après avoir commencé dans la mode, j'ai finalement commencé en 2014 avec une petite collection, une mini-collection. Et j'ai fait juste quelques photos. Et avant même que les photos ne sortent, les gens ont vu, ont acheté, des amis. Et je dis, oh, ça peut marcher. Mais ce n'est qu'en 2016 à Kigali que Carmel a pu lancer officiellement sa marque de vêtements Davike après son installation au Rwanda suite à la crise au Burundi depuis 2015. Avec ses créations de style urbain, il cherche à inspirer du confort, de l'élégance avec une touche personnelle. Tout ça à un prix abordable, dit-il. Ce qui m'inspire avant tout, c'est le confort de l'habit. Donc, c'est que tu puisses porter quelque chose dans lequel tu te sens confortable, dans lequel tu te dises, ah, je me sens un peu spécial, je me sens à l'aise, je me sens unique et en même temps décent. Que
que tu puisses entrer dans le moule sans vraiment ressembler à tout le monde. Même si ces articles sont appréciés au Rwanda et dans la région, une année après le lancement de sa marque, David Carmel dit qu'il est encore à l'étape d'étudier le marché et de trouver un atelier à lui. Pour lui, le programme Made in Rwanda n'est qu'une opportunité pour les créateurs locaux qui veulent conquérir les cœurs pour faire face à la concurrence occidentale. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.